Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est d'un sujet un petit peu douloureux dont je vais vous parler. La France est mise en vente. La République française vend la France aux Émirats arabes, au Qatar, aux Chinois, aux investisseurs étrangers. C'est ainsi notre patrimoine, notre mémoire, notre héritage que nous sommes en train de perdre, jour après jour. Et cet héritage sera irremplaçable. Rien matériellement ne pourra remplacer ce que nous sommes en train de perdre. Nos monuments, notre passé, sont tout ce qui nous constitue, en tant que Français. Ils représentent notre origine, ce que nos ancêtres ont bâti, ce qu'ils nous ont légué, et ce dont nous sommes les héritiers, tant d'un point de vue culturel, spirituel, historique, et même linguistique, avec la langue française que nous parlons. Ils représentent notre origine, d'où nous venons, ce à quoi nous appartenons, et ils nous appartiennent aussi, en tant qu'héritiers. Et ils auraient dû appartenir à nos enfants, à nos descendants. Sous prétexte qu'il ne peut plus entretenir ces monuments, l'État les vend à des investisseurs privés, de riches millionnaires, étrangers, pour que ceux-ci puissent les entretenir ou les reconstruire. Et nous perdons, jour après jour, des parcelles de notre pays, des monuments, des terres, des vignobles, des aéroports. Bref, tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous constitue, tout ce qui fait que nous sommes Français. La République le détruit, le cède, et elle nous prive par là d'une partie de nous-mêmes. C'est un sujet extrêmement grave et dont on ne parle pas suffisamment. J'ai fait pour vous un récapitulatif des différentes cessions à l'étranger, des plus grosses cessions, des plus visibles, qui ont été répertoriées dans les médias ces dernières années. La privatisation des autoroutes a été initiée en 2002 par le gouvernement Chirac-Jospin et bouclée en 2005-2006 par le gouvernement Chirac-Villepin, ce qui explique notamment la hausse des péages, puisque les sociétés privées se partagent les bénéfices en constante augmentation. Vendu au Qatar en 2007, le cas de l'hôtel Lambert est particulièrement tragique. Le prince du Qatar est propriétaire d'un trésor inestimable. Ici, les plus grands artistes de l'époque ont peint des décors remarquables, comme Lebrun ou Le Sueur, surnommé le Raphaël français. Certaines fresques, uniques en France, vont pourtant disparaître à tout jamais. Travaux surdimensionnés ou chantiers mal gérés. Le 10 juillet 2013, l'hôtel Lambert est la proie des flammes pendant des heures. Un désastre pour le patrimoine français. De plus en plus de terres agricoles sont achetées par la Chine, dans le Berry et à présent dans l'Allier. 3% des surfaces viticoles bordelaises appartiennent désormais à des investisseurs chinois qui exportent le vin français, laissant seulement 10% de la production en vente en France. L'État n'avait pas les moyens d'entretenir et de rénover le petit théâtre impérial de Fontainebleau, construit par Napoléon III. En 2007, l'État a donc accepté que l'Émirat Abu Dhabi fournisse les fonds nécessaires, soit 10 millions d'euros à terme, en renommant en contrepartie le monument selon le souhait du mécène. Le théâtre Napoléon III s'appelle désormais le théâtre Cheikh Khalifa bin Tayed Al Nahyan. Je suis désolée pour la prononciation. En 2015, un prince saoudien a acheté la demeure la plus chère du monde qui se trouve près de Paris. Il s'agit d'une réplique miniature de Versailles, demeure surnommée le château Louis XIV. Plusieurs grands aéroports français ont été privatisés, rachetés par les Chinois, comme ceux de Toulouse-Blagnac ou de Lyon par exemple. En 2017, le roi saoudien a acheté la plage de la Boyle dans les Alpes-Maritimes. Le Qatar souhaite acheter depuis plusieurs années le château de Grignon, qui abrite une prestigieuse école, pour le transformer en logement destiné à l'équipe du Paris Saint-Germain. La mobilisation des citoyens et des associations a jusqu'alors empêché le projet d'être conclu. Pour combien de temps ? La République avait fini par renoncer à la vente de l'hôtel de la Marine au Qatar en 2011 sous la pression des associations, confiant le monument au Centre des monuments historiques. L'État a récemment fait volte-face en louant une grande partie de ce magnifique monument à la famille régnante Al Thani, qui l'utilisera pour y exposer sa collection d'art pendant 20 ans. Depuis une décennie, le Qatar tente de s'implanter à Paris. Son acquisition la plus spectaculaire est évidemment celle du club de football du Paris Saint-Germain en 2011 pour 50 millions d'euros. Peu à peu et plus discrètement, l'État gazier est également en train de faire la main basse sur l'immobilier dans les beaux quartiers parisiens à coups de millions. La liste des lieux rachetés par l'Émirat ces dernières années dans le triangle d'or de la capitale est impressionnante. Le Royal Monceau-Rafle, acquis en 2012 pour 250 millions d'euros, le Centre des conférences internationales, acquis en 2008 pour 400 millions d'euros, l'immeuble Virgin de 27 000 mètres carrés situé sur les Champs-Élysées,
500 millions d'euros en 2012, l'hôtel d'Évreux, place Vendôme, 230 millions d'euros en 2013, l'hôtel Qualcin, rue Royale, 250 millions d'euros, l'hôtel Lambert de l'île Saint-Louis, 60 millions d'euros en 2007, l'immeuble du Figaro, boulevard Haussmann, 600 millions d'euros en 2012, le Grand Hôtel près de l'Opéra, 330 millions d'euros en 2014. Cette politique n'est pas nouvelle. Elle n'a pas seulement été mise en place à partir des années 2000 sous le gouvernement de Chirac. En fait, elle a commencé après la Révolution française, lorsque la République a été instaurée, même sous ses différentes formes. Quand je parle de République ici, je ne parle pas de la forme du gouvernement en tant que tel, je parle de l'esprit qu'il y a derrière. Un esprit qui s'oppose à la France. Baudelomeni, un historien, a récapitulé tout cela dans un ouvrage assez extraordinaire qui s'appelle « Les responsabilités des dynasties bourgeoises ». Il est difficile de se le procurer, j'en conviens, et c'est fort dommage, parce qu'il serait indispensable à lire, et j'en recommanderais la lecture à tous les Français. Je l'ai découvert parce qu'Adrien Abosi en parle fréquemment dans ses interventions, et ce à juste titre. Si jamais vous le voyez dans une bibliothèque universitaire ou tout simplement dans une brocante, n'hésitez pas à l'acheter, vous ne le regretterez pas. Je vais vous en lire un petit extrait parce que Baudelomeni a travaillé, d'un point de vue historique et économique, sur les ravages que ces dynasties bourgeoises ont faits, accroissant leur propre fortune, siècle après siècle, au détriment de celle de la France, de notre pays. Le mouvement, nous l'avons vu, avait commencé dès le Premier Empire avec la fondation de la Banque de France et avec la loi de 1810 sur les concessions des mines. Il s'était développé sous Louis-Philippe avec la loi de 1842 sur les concessions de chemin de fer. Le Second Empire ouvrait aux privilégiés des facilités encore plus grandes. Les avantages accordés aux concessionnaires des chemins de fer par la loi de 1842 étaient encore accrus par les conventions de 1859, en vertu desquelles, pour couvrir les frais entraînés par la nécessité de créer des lignes nouvelles, sans exposer les compagnies à aucun risque, l'État ne se contentait plus de prendre à sa charge une part des travaux, mais assurait en outre aux actionnaires des compagnies, sur les fonds du budget, par le système de la garantie d'intérêt, un dividende minimum, lequel était fort confortable. Quant aux accaparements concédés aux gens en place dans la finance proprement dite, ils étaient encore plus étendus lorsque, de la Banque de France, le gouvernement de Napoléon III fondait de grands établissements de crédit privilégiés, le Crédit foncier ou la Société générale de crédit industriel et commercial par exemple, dont il se réservait de nommer lui-même l'état-major dirigeant et à qui le développement industriel, les spéculations et les grands travaux d'urbanisme ouvraient des débouchés immenses. De plus, si une pareille politique assura aux bénéficiaires des fortunes énormes, elle commença, vers les temps du Second Empire, à se révéler très coûteuse pour les finances publiques. La France est en train de disparaître et personne ne s'en préoccupe. Surtout pas l'État de la République. Surtout pas. Au contraire, pour se soumettre aux grands financiers qui la dévorent, ils préfèrent céder encore et encore notre patrimoine, notre mémoire, ce qui est absolument irremplaçable par quoi que ce soit. C'est une honte en fait. Et c'est une douleur de voir ce qui se passe, parce que nous perdons déjà la France d'un point de vue spirituel. Nous la perdons déjà d'un point de vue historique, par exemple avec le démantèlement des programmes d'histoire par l'éducation nationale, qui ne peut plus permettre ainsi aux jeunes Français de se sentir français, d'aimer la France, de comprendre d'où ils viennent, de quelle magnificence en fait, de quelle grandeur culturelle, spirituelle, historique, ils sont les héritiers tout simplement, et en être fiers, et vouloir le transmettre à leur tour à leurs enfants. Et c'est une catastrophe, et tout commence par l'esprit. Mais vous voyez que matériellement aussi, ils font tout pour détruire la France, pour tout simplement la liquéfier, la disséminer. Bref, que la France n'existe plus jusqu'au dernier monument qui témoigne de son passé, de son héritage, de son histoire. C'est pour cela que la République, comme je dis souvent dans ces vidéos, promeut la haine de la France et la haine de soi, puisque nous sommes Français. Je sais qu'à notre échelle, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pouvons quand même faire quelque chose d'important. C'est continuer à perpétuer notre histoire, continuer à la partager, continuer à défendre la vérité, c'est notre devoir. Continuer à réaliser des vidéos, à écrire, à en parler autour de nous, à partager de bons livres, à les acheter, à les lire, à les offrir. Continuer à nous instruire, continuer à apprendre, continuer à reformer notre esprit, à réformer notre vie aussi. Et pour ceux d'entre vous qui ont été appelés par Dieu, qui ont la foi, qui sont catholiques, se sanctifier, prier, valoriser, partager et honorer notre héritage spirituel, parce que par là on honore aussi notre héritage historique et ce que nous sommes profondément en tant que Français. À mon sens, il n'y a même pas besoin d'être croyant pour comprendre cela et pour faire cela. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Merci à ceux qui me soutiennent, qui me permettent de réaliser ce travail. Merci aussi pour vos commentaires qui m'inspirent et me donnent toujours matière à réflexion. Je vous retrouve très bientôt.